Beaucoup d'éléments dans l'actualité ce soir. On va parler entre autres de Montréal qui fête son 375e anniversaire. Le pont qui sera illuminé ce soir. Mais les policiers qui en même temps vont manifester. Alors pour discuter de tous ces sujets, parce qu'il y en aura d'autres, avec moi notre CA de ce soir qui est composé de François Vigeant à Trois-Rivières, Frédéric Bérard qui est avec moi à Montréal, de même que Sophie Bérubé. Bonsoir vous trois. Bonsoir. Alors, tiens, commençons avec les Montréalais ici. Là. Comment vous voyez ça, que les policiers décident de manifester là, lors de ces fêtes-là? Pourquoi Sophie? pas? Pourquoi pas? Parce que, bon, vraisemblablement, là, leurs pantalons cargo, ça fait pas l'affaire. Alors, c'est à eux de trouver des bons moyens de pression. Et quoi de mieux que d'humilier le maire Coderre pour lui mettre de la pression dessus? C'était un moyen original pour eux d'agir, une façon de frapper fort, de retenir l'attention. Ils ont réussi, on en parle ici ce soir. Je pense que c'est de bonne guerre. Oh, Frédéric, je te vois dubitatif. Je suis très dubitatif. Je suis pas sûr, je suis d'accord. Je comprends le point de Sophie dans l'optique où, effectivement, là, c'est un moment charnière pour eux. Le timing est idéal, on s'entend. Sauf que, quand tu fais ce genre de manif-là, qu'est-ce que tu essaies d'aller chercher? C'est l'opinion publique. Tu veux attirer vers toi une certaine sympathie. Et là, je pense que les gens, les citoyens montréalais notamment, en ont pas mal marre des moyens de pression policiers et de venir gâcher ou perturber les festivités dans cette optique-là. Je pense que, franchement, c'est assez malhabile. Et j'ai comme l'impression que ça va se revirer contre eux, en un sens. Un peu comme quand ils étaient débarqués à l'Hôtel de Ville, il y a de ça, 18 mois, 2 ans. Tu te rappelles, il avait viré l'Hôtel de Ville à l'envers. Tu parles des cols bleus, là. Tout le monde s'était reviré contre eux. Ouais. Et puis pour les policiers, c'est un peu le même principe. Dans l'optique où, si tu n'as pas l'opinion populaire de ton bar, le maire va pas flancher de ton côté. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que lui, ce qu'il cherche, évidemment, c'est un certain électorat. François, tu vois ça comment, toi? Es-tu d'accord avec ça? De la même façon que mon collègue, c'est-à-dire que quand vous appartenez à un groupe qui est soumis à des règles des services essentiels, vous y arriverez jamais si vous n'avez pas la pression publique pour vous appuyer sur vos revendications. D'ailleurs, je pense que c'est depuis 2014 qu'ils n'ont pas de convention collective. Ça devrait en dire assez long sur l'efficacité des moyens de pression. Alors, moi, je pense qu'il y a une bonne partie de la population à Montréal qui est en désaccord avec ces moyens de pression-là, qui, d'autre part, sont légaux, là. Mais un moyen de pression peut être légal et ne pas vous faire bénéficier de l'appui du public, parce que le moyen de pression ici, s'il vous met le public à dos, là, vous êtes mort après ça. Oui, surtout Bien, que c'est supposé être une fête. Là. Là, ça reste à voir à quel point ils vont faire des éclats. Là. Mais le problème, tu vois, le groupe... Attends. Le problème, c'est pas eux qui vont faire des éclats. Je suis persuadé qu'ils vont défiler pacifiquement, mais 5-6 membres du Black Bloc, ce soir, là, qui leur lancent des bouteilles... Ça serait drôle. Tout. Non, mais c'est ça. Mais là, ça sera plus une question de moyens de pression des policiers. Mais juste, ça risque de provoquer ça. Mais juste l'affiche qu'ils ont mis sur le maire Coderre, c'est plutôt gentil. Là. Il est dessiné avec un chapeau de clown et c'est quand même doux comme moyen de pression. Puis je pense pas que ce genre de moyen-là va mettre la population à dos. Au contraire, justement, on dit, Maître Vigeant, vous dites, ça fait depuis 2014 qu'ils n'ont pas de convention collective. Mais avant de se mettre de côté la population de leur bord, bien, il faut quand même qu'ils se fassent remarquer. Et c'est un bon moyen, selon moi. Moi, j'ai une question. Est-ce que les policiers vont fournir leur itinéraire avant leur manif? C'est une bonne question, ça. Mais François, qu'est-ce que tu dis de ça, Sophie, qui dit c'est la preuve que cette pancarte-là est toute douce, ça va des manifestations toutes douces, là? Bien là, j'en ai moins contre la pancarte parce qu'elle n'interfère pas avec le travail des policiers. Ça va? Là où j'en ai, par exemple, c'est plus sur l'habillement des policiers qui déconsidèrent le rôle, l'importance du rôle qu'ils ont à jouer. Alors, moi, les moyens de pression qui n'affectent pas la performance du policier, telle, par exemple, la pancarte, puis je me prononce pas sur le bon goût de la pancarte, là. Je fais juste dire que ça, pour moi, ça n'affecte pas la performance du policier. Alors, j'en fais une critique différente. Et ça va affecter M. Coderre, ça, on en est certain. Il n'aimera pas ça. Ça, je suis sûr. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ce serait plate qu'il y ait des débordements ce soir, pas à cause des policiers, mais pour des facteurs exogènes. Maintenant, il y a beaucoup d'autres sujets. Parlons de Cédrica Provencher. Vous avez vu hier Martin Provencher qui a mis en demeure le réalisateur Stéphane Parent,
qui était sur le point de sortir un documentaire auquel avait participé la famille de Cédrica antérieurement. Mais après la découverte des restes de Cédrica, on avait dit, OK, on arrête ça. Et Stéphane Parent a continué jusqu'à ce qu'il reçoive une vraie mise en demeure. Et là, il a dit, OK, je vais arrêter, mais je veux disposer de mon matériel journalistique. Martin Provencher dit, non, sort pas rien de ça, là. On laisse ça mort. Comment tu vois ça, Sophie? Bien, c'est une question d'honneur. Tu sais, un peu quand on dit à un journaliste off the record, où on s'entend, on fait une entente avec un journaliste, on dit, écoute, s'il arrive tel événement, tu sors pas la nouvelle. C'est un code d'honneur et ça doit être respecté dans le milieu journalistique. Maintenant, dans le cas de Stéphane Parent, on ne sait pas Denis Thériault de TVA, c'est pas un journaliste là, au quotidien qui est là. C'est un documentariste. On parle de beaucoup d'argent, d'investir plusieurs heures de travail. Avant de tirer la plug sur un projet comme ça, moi, j'y penserais à deux fois à sa place. On ne connaît pas les raisons pourquoi Martin Provencher a voulu mettre fin à la diffusion. Louise, il faut laisser la Sûreté du Québec enquêter. Bon, bien, c'est peut-être la Sûreté du Québec qui fait ses messages par M. Provencher en disant, écoute, là, si vous voulez que ça fonctionne bien puis qu'on obtienne des bons résultats au niveau de la justice, bien, il ne faut pas sortir d'informations. Mais il y a tellement d'informations qui ont été sorties dans ce dossier-là. Je vois pas qu'est-ce que le documentaire ou tout contenu que Stéphane Parent a en sa possession pourrait altérer de quelque manière. Alors, Frédéric, toi, t'arrêterais, tu diffuses ou tu diffuses pas le documentaire? C'est excessivement délicat, puis je rejoins Sophie à plusieurs niveaux. Tu sais, si tu donnes ta parole à une famille qui a été prouvée de cette manière-là, comme c'est le cas de la famille de Cédrica Provencher, à titre personnel, je crois que je ne serais pas capable de renier cette parole-là. Ces parents-là, cette famille-là, de manière générale, a vécu un drame épouvantable. Mais comme avocat, est-ce que tu penses qu'il aurait le droit de... C'est pour ça que je disais que c'était délicat. Un truc hautement médiatisé, est-ce que tu en veux plus ou tu en veux moins? Je pense que tu en veux moins comme famille. Maintenant, est-ce que la liberté d'expression permettrait de la protection de ça? Je pense que oui. Maintenant, quelle est l'entente entre les deux parties? Va savoir, est-ce que c'est plutôt une entente verbale en disant, écoute, compte sur moi, blablabla, ou c'était un contrat écrit, là, ça reste à voir. Tout ça pour te dire quoi? Moi, à titre personnel, je le ferais pas, mais légalement, s'il le faisait, surtout si c'est en disposer face à un tiers, en disant, vous pouvez vous servir de mon matériel. Et de ce que j'ai compris, il n'y a pas grand-chose de polémique là-dedans. Là. C'est assez factuel. Je pense que légalement, malheureusement, la famille Provencher ne pourrait pas faire grand-chose avec ça. Donc, on en revient un peu à la question d'honneur dont parlait Sophie. OK. Alors, est-ce que c'est ce qui prime pour toi, François? La question d'honneur, on ne diffuse pas. Ben oui, moi j'ai entendu les versions des deux qui ont été rendues en entrevue à 106.9 à la station de radio à Trois-Rivières, celle de Martin Provencher, qui est très précis, qui dit à telle date ou à tel moment, dans un restaurant à Berthier, j'ai rencontré M. Parent et nous avons convenu que si le corps était retrouvé, le matériel ne serait pas diffusé. J'ai entendu la réponse de M. Parent qui a dit « Oui, bien c'est un peu vrai, mais j'ai rien signé ». Alors, finalement, les deux versions se rencontrent sur le fait qu'il y a eu une entente à l'effet que, étant donné que maintenant on sait que la jeune fille est morte, que finalement, la famille considère que ça ne donne rien de procéder à la présentation du documentaire et que l'entente entre les deux était clairement à cet effet-là. Alors, je ne suis pas un spécialiste dans cette matière-là, propriété intellectuelle, mais j'ai entendu la version des deux en entrevue et je retiens celle de Martin Provencher dans le sens où il y a eu une entente et elle doit être respectée maintenant, au moins moralement, si ce n'est pas légalement. OK, ça, c'est pour le documentaire. Maintenant, Stéphane Parent, que j'ai eu en entrevue hier, dit, écoute, il veut aussi que je retienne tous les documents que j'ai, moi, colligés avec les années, tous les films que j'ai tournés et que je ne fournisse pas à un tiers. Éventuellement, si TVA, on voulait tourner un documentaire là-dessus, il ne voudrait pas qu'on ait accès à ça. Alors, est-ce que, là, Stéphane Parent dit, OK, je suis prêt à ne pas faire de documentaire, mais à mettre ça dans une voûte puis à plus parler de ça jamais, non. Qu'est-ce que tu dis de ça, François? Bien, là, c'est parce que, évidemment, je connais pas, j'étais pas présent à la discussion, mais d'après moi, là, la personne qui a permis à Parent d'accumuler l'essentiel de la trame factuelle, c'est Provencher. Alors, il pouvait avoir une excellente raison, Provencher, à l'époque, de dire « Là, on va faire ça, mais à une condition, c'est que si on retrouve le corps, le matériel n'est pas diffusé. » Parce qu'il y a une grande partie, d'après moi, de ces éléments-là qui originent du fait que Parent avait l'inside track sur l'enquête parce qu'il était branché sur Martin Provencher.
Sophie, tu vois ça comment? Ouais, moi, je pense que là, c'est poussé un peu trop loin l'étendue de l'entente entre les deux. Là. Probablement que c'est plus... Moi, en tout cas, personnellement, si je faisais une enquête comme ça sur plusieurs années, plusieurs heures, que j'allais filmer du stock en dehors de ma relation avec la famille de la victime, je fais des entrevues en dehors de ma relation avec eux, même si j'ai de l'information qui provient d'eux pour aller chercher ce matériel-là m'appartient. Maintenant, en ce qui concerne les entrevues avec la famille Provencher en lien avec ce documentaire-là, bon, ben oui, par respect, tu les diffuses pas. Puis je pense qu'il y aurait raison aussi d'empêcher la diffusion, mais pas au niveau de son matériel. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu penses? En fait, j'en reviens un peu à ça. C'est très délicat. Mais est-ce que tu respectes? Tu dis, on respecte la volonté de la famille, mais lui, parent, il dit, écoute, si je veux donner ça à Claude Poirier, là, il m'a nommé Claude Poirier. Encore là, le donner à un tiers à ce moment-ci, je pense que ça ne rentre pas dans le cadre de l'entente légale qui a été conclue, de ce que je comprends. Mais là, ça revient encore à une question d'honneur. Est-ce que tu es prêt à le faire ou pas le faire? C'est une question peut-être de décence. Moi, à titre personnel, je me sentirais trop mal, honnêtement. Une chose est sûre, il faut aller à la pause, là, mais une chose est sûre, c'est que la famille n'a pas besoin de ça. Puis on comprend tous que la motivation initiale de la famille, c'était de retrouver Cédric. Voilà. On va aller à la pause et au retour. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a Donald Trump, entre autres, qui est encore au centre d'une controverse. Le maire de Baie-Trinité, coupable d'agression sexuelle, et sa victime ne peut pas aller travailler. Et on va parler des exposés oraux aussi, dont il a été question hier dans 3 minutes après la pause. Alors, réunion du CA ce soir avec François Vigeant, Frédéric Bérard et Sophie Bérubé. Autre sujet qui est sur la table. Hier, j'ai parlé de cette mère de famille qui, à Repentigny, dit, écoute, ça n'a pas de bon sens qu'on impose aux enfants des exposés oraux à l'école. Ma fille est tellement nerveuse, mon neveu ne dort pas pendant des jours avant l'exposé oral. On devrait leur permettre de ne pas le faire. Sophie, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je me demande, cette mère-là, qu'est-ce qu'elle pense du fait que de la première entrevue que son fils ou sa fille va avoir à donner là, pour se faire embaucher quelque part. Je veux dire, la notion même d'exposé oral, c'est une introduction à vivre en société, être capable de verbaliser comme il faut ses besoins, ce qu'on a à dire, et même potentiellement de dénoncer des situations qui dérangent une personne. Donc, ça fait partie, je pense que c'est un élément essentiel de l'éducation, c'est un élément essentiel du cours de français. Déjà qu'on n'enseigne pratiquement plus le français aujourd'hui. Les gens ne savent plus écrire. En plus, ils ne savent pas s'exprimer. Mais ils parlent bien, les jeunes. Ils parlent bien quand même, il faut le dire. Moi, je trouve que la génération d'aujourd'hui s'exprime beaucoup mieux que nous. On le faisait à l'époque. C'est Moi, vrai. je suis plus vieux que vous autres, là, C'est quand vrai. même. Alors, peut-être parce qu'ils sont moins Je suis content que tu stressés. précises quand même en pointant. Peut-être qu'ils sont moins stressés. Qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, je trouve ça absurde, honnêtement. Surtout, il y a une espèce de culture aussi qui est en train de se créer, qui s'est créée, je pense. Peut-être pas nécessairement la culture du moindre effort, mais là, si ça perturbe trop, si c'est trop difficile, si ça stresse trop. Les anxiétés de performance, ça existe, c'est diagnostiqué, c'est médical. Il faut respecter ça, il faut adresser ces questions-là. Je t'aime pas l'éducation physique parce que ça te stresse. Regarde, moi, je te donne un exemple. En algèbre, en secondaire 3 ou 4, j'étais pourri raide. Ça me stressait rare. Mais est-ce qu'on va abolir l'algèbre parce que ça me stressait? Moi, je jouais au basket, j'étais tout petit, j'étais pourri, puis ça m'humiliait. Il faut apprendre à gérer l'échec aussi. Il faut apprendre à gérer l'échec, le fait de ne pas être bon à quelque chose, là, parce que sinon, ces jeunes-là, ils arrivent. Puis on peut s'améliorer aussi. Maître Vigeant, qu'est-ce que tu dis de ça, François? Moi, je partage 95 de ce qui vient de se dire. Je suis déçu qu'on ait enlevé tout sens de la compétition ou de l'effort, pratiquement, dans le système scolaire. Je pense qu'on va payer pour énormément. Mais j'ai un problème avec la question des exposés oraux. Pourquoi donc? Premièrement, je pense que nous sommes de très mauvais juges, nous quatre, là, qui avons, parce le simple fait qu'on soit là indique qu'on a minimalement un minimum de capacité de s'adresser aux autres. Mais non, si tu prends ça, moi, je peux dire que je suis la preuve. Quand j'étais jeune, j'étais gêné, j'étais intimidé. Ouais. Je dormais pas, moi non plus, pendant des jours. Oui. Mais ça fait pas... Moi, je gagnais les concours oratoires. On change de mais- sujet. Ça, c'est les vraies grandes gueules. Moi, je suis une grande gueule synthétique. La réalité, c'est que les jeunes, là, à 10, 11, 12 ans, sont d'une extrême méchanceté, que vous allez soumettre des personnes à une humiliation terrible dans certains cas, que c'est un exercice qui va servir à très peu de personnes. Parce que là, moi, là,
faire une comparaison entre passer une entrevue devant 2 personnes et risquer de faire rire de soi par 30 personnes dans une salle de cours, d'après moi, il y a une nuance assez importante. Ah. Alors, moi, je ne veux pas qu'on abolisse ça comme la dame demande. Ça, c'est absolument absurde. Ce que je dis, c'est qu'il devrait avoir des formes d'opting out pour les enfants qui ont un problème particulier. Je pense pas, moi, et ça, en plus, là, peut-être que ça a marché pour toi, Denis, là. En tout cas, c'est ça que les sondages montrent. Le gars-là, artiste l'a dit, en tout cas. Mais moi, j'aurais aimé ça être un joueur de hockey professionnel. Je patinais très mal. Et je suis convaincu que si j'avais pratiqué pendant 3000 heures, je ne serais pas meilleur. Oui, mais tu aurais pu être quand même un joueur de hockey qui aurait pu s'amuser. Qu'est-ce que tu dis, ça, bon. Sophie? Mais oui, Alors- je prends l'exemple. Mon beau-fils, là, à chaque nouvelle activité ou chaque défi, là, il veut rien savoir. Puis à un moment donné, ça prend un coup de pied dans le derrière. Puis une fois qu'il a eu son coup de pied dans le derrière puis qu'il le fait, il est content de l'avoir fait, il est content de l'avoir réussi. C'est sûr qu'on peut pas généraliser. Puis il peut y avoir des situations où quelqu'un est carrément là, malade. Puis écoute, va chercher un billet du médecin, va te trouver une raison. Écoute, il y a assez de parents. Il y a tellement de parents indulgents qui trouvent des papiers de neuropsycho pour que les examens durent 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de plus. Je m'excuse, pour leur là. enfant. Je suis sûre qu'un parent qui est à son affaire, bien, il ira chercher son papier pour excuser François? son enfant. Mais de là Vous faites complètement abstraction de certaines données factuelles, brutales, comme l'apparence physique de certaines personnes qui vont avoir peur de se montrer en public parce qu'ils ont un problème justement, d'apparence physique en justement, particulier. faut Puis si vous pensez que c'est en poussant ces gens-là à se c'est pas faire en les ridiculiser cachant. qu'ils vont s'améliorer, Ouais, donnez-moi c'est pas en les 15 cachant, secondes, pas donnez-moi les 15 secondes. c'est possible. Qu'est-ce que tu dis de ça? Là, la chicane est poignée. Là, moi, je veux pas m'en mêler, mais Arbitre. tout ce que je dis, c'est que, en fait, je pense que je fais confiance aux professeurs. Je comprends le point de François, mais je pense que les profs sont assez compétents pour encadrer justement l'exercice, pour éviter l'humiliation. Tu sais, les campagnes sur l'humiliation, l'intimidation, là, on n'avait pas ça dans notre temps. Il y en a énormément aujourd'hui. Je pense que les jeunes ont évolué. Je pense que les écoles ont évolué dans ce cadre-là. Et puis, en fait... la prof a une sont responsabilité. mieux outillés contre l'intimidation Ben, ça, c'est clair. qu'en français. OK. Alors, c'est je vous peut-être bouscule un peu parce qu'il y a un autre sujet qui s'impose. Justement, c'est quelqu'un qui, lui, avait sûrement une grande gueule à l'école, puis ça ne l'a pas empêché de dire quoi que ce soit. Donald Trump, qui se retrouve encore au centre d'une controverse. Il aurait demandé d'arrêter d'enquêter à M. Comey, qui était le patron du FBI à ce moment-là, sur Michael Flynn. Qui, on le sait, il a démissionné. Il a été démissionné après qu'on eut démontré qu'il avait eu des relations avec les Russes. Alors, Donald Trump, certains disent ça n'a pas de bon sens, c'est de l'entrave au travail des policiers. Il n'y a pas d'affaire à se mêler de ça, à lui demander d'arrêter d'enquêter. Qu'est-ce que tu dis ça? Ben, c'est épouvantable. Là. Ça, c'est un problème qui est sérieux. Tu es président des États-Unis, que tu sois premier ministre, que tu sois maire, t'appelles ton chef de police, puis c'est le cas, disant enquête pas sur lui, enquête pas sur... Là, il dit j'ai pas dit ça. Il dit, j'espère que ça va se régler. Denis Coderre avait dit qu'il n'avait pas appelé Pichet non plus, puis finalement, apparemment, qu'il y a parlé une couple de fois. Donc, tu sais, je veux dire, moi, un président, un maire, bref, un homme, une femme politique, il dit j'ai jamais fait ça, on verra. Dans ce cas-ci, c'est drôle, j'ai comme une présomption assez forte qu'il l'a fait, surtout qu'il y a des choses qui se passent un peu spéciales avec la Russie. Hein. On sait que Poutine a laissé sous-entendre qu'il y avait des vidéos sur Trump qui impliquaient des activités sexuelles, disons, un peu douteuses, qui Non, il passeraient n'a pas assez laissé mal. sous-entendre. Là, tu cites mal. Là. C'est un rapport qui a été soulevé, qui n'a pas été diffusé. Et c'est pas Poutine qui a soulevé Attends, ça. un instant. C'est un ex-agent du MI6 qui a été engagé pour Poutine faire n'a ça. jamais parlé de ça? Non, il n'a pas fait. Ah oui. Mais de toute façon, c'est extrêmement grave, tout ce qu'il fait. Écoute, là, on a juste cette semaine le fait d'avoir divulgué, rencontré le ministre des Affaires étrangères russe sans la présence des médias américains, mais avec la présence des médias russes, prendre des photos, commencer à transmettre l'information Mais Poutine, sur il dit rien. Là, je suis prêt à vous donner le procès verbal de ce qui s'est passé parce qu'on explique. Mais de toute façon, tout ça, ça sert à rien, Denis, parce que moi, je me rappelle d'une chose qu'il a dit en campagne électorale de Donald Trump. Il a dit, je pourrais être en plein milieu de la 5e avenue à New York, puis tirer à bout portant sur quelqu'un, puis je serais président quand même. Et j'ai l'impression que c'est ça. Les gens sont paralysés devant... Sophie, tu as raison, je suis d'accord avec toi, mais là, il y a une formule qui s'appelle l'impeachment. Ah, Là, ça commence à ressembler à ça. Là, je pense pas. François, qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Bien, c'est sûr que ça va de mal en pire. Il l'a pas, le gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? C'est-à-dire qu'il l'a. C'est-à-dire qu'il comprend pas qu'il est président américain. Non, mais un Il sait instant, pas comment ça marche. il y a quand même quelque chose qu'il faut soulever dans l'affaire de Comey. C'est que
la conversation date du 14 février. Si c'était une incitation, si c'était de l'entrave à la justice, comment ça se fait que Comey ne l'a pas dénoncé au Sénat immédiatement en disant « j'ai assisté à un acte criminel ». Et là-dessus, je vous préviens de quelque chose. Quand Comey va témoigner à la commission sénatoriale, là, il va être obligé de se ranger du bord de Trump en disant il n'a pas commis un crime parce que sinon, il ne sera pas capable d'expliquer pourquoi il ne l'a pas dénoncé. Oui, mais il est sur le bord d'avoir commis un crime. C'est un peu de dire... Mais il est souvent sur le bord de toutes sortes de choses. Mais quand même, moi, je ne crois pas à l'impeachment. Je ne pense pas qu'il y en a assez pour ça. Peut-être pas juste pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que le gars, il l'a dit récemment d'ailleurs, il dit hey, c'est bien plus d'ouvrage que je pensais, cette affaire-là, être président des États-Unis, j'avais bien plus de fun avant, puis c'est le président qui joue le plus au golf de l'histoire. Il va s'en aller. Et je pense qu'il y en a son casse, puis c'est quand même un peu curieux, parce que tu veux devenir président des États-Unis, c'est pas être testeur de hamac. Là. En théorie, tu devrais savoir que c'est de la job, et je pense que ce gars-là est franchement malheureux comme un caillou. Puis si c'est pas l'impeachment, je pense qu'il va peut-être partir par lui-même. En tout cas, le maire de Bill Trinité est chanceux parce qu'on n'a plus le temps, parce que je l'aurais varlopé assez solide, lui qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, et sa victime devrait travailler à l'hôtel de ville, puis lui, il reste là, et elle est victime, puis elle est obligée de rester là. Mais on n'a pas le temps d'en parler. L'ambiance doit être bonne là-bas. Oui, t'en as déjà parlé pas mal. Ouais, la conférence de presse, elle pleurait beaucoup, la jeune fille. Merci à vous trois d'avoir participé à l'émission, mais c'est le retour. La comédienne Eliane Gagnon, qui avait dévoilé sa toxicomanie et son alcoolisme, est avec nous. Elle lance un défi, un party où tout le monde sera sobre. Je suis persuadé que Sophie et Frédéric, vous y serez. Et elle est avec nous dans 3 minutes après la pause.